Bonjour à tous, je suis Arnaud Katz, le CEO de Cactus et je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde édition du baromètre Meeting and Event IFTM 2024. Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ce baromètre est devenu l'outil indispensable pour mieux comprendre les transformations du maïs. Et vous le savez, dans le maïs, on manquait cruellement de data. Et on espère qu'avec ce baromètre, vous allez mieux comprendre les transformations du secteur. Ce baromètre repose sur les datas de Cactus. Un panel équilibré entre ETE, ETI, PME et grands groupes. On parle de 50 grands groupes clients, 35 000 ETE, PME et ETI qui constituent l'outil sur lequel on s'est reposé pour construire ces datas. Et pour rappel, Cactus est une marketplace spécialisée dans l'événementiel B2B. Pour construire ce baromètre, nous sommes accompagnés de 12 experts du secteur, parmi lesquels 4 sont aujourd'hui et nous font l'honneur d'être présents pour commenter les chiffres et pour vous partager les tendances. Merci à toutes les 4 et je vais laisser Cécile commencer pour se présenter. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Je suis Cécile Benoît-Catin, je suis VP Hotel Sales Relations et Business Development pour Accor. Ce qui veut dire, parce que c'est un titre très long, que mes équipes et moi-même sommes en charge des relations avec les hôtels et également d'aller chercher et développer le business B2B au sein de nos hôtels. Merci Arnaud de m'avoir invité aujourd'hui et je suis ravie d'avoir participé à l'analyse pour la deuxième année consécutive de ce baromètre du maïs, ayant moi-même une expérience d'une vingtaine d'années dans le maïs, donc je suis vraiment contente d'être avec toi et avec nos autres experts. Bonjour à tout le monde, je suis Delphine Brousset, je suis la Global Travel Manager de Decathlon et je suis la déléguée événementielle de la FTM. Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui de partager ce nouveau baromètre. Je pense que c'est une belle expérience et j'espère que vous allez apprendre encore plein de choses et nous aussi par la même occasion. Donc merci à Arnaud d'avoir eu la gentillesse aussi de me convier à ce nouveau baromètre. Je vous souhaite un beau moment parmi nous. Bonjour à tous, je suis Véronique Olvec, la présidente de MPI France-Suisse. Alors MPI, c'est Meeting Professional International, c'est la plus grande association au monde sur le segment événementiel. Je remercie beaucoup Arnaud de m'avoir convié à cette table ronde. Ça m'intéresse d'autant plus que MPI organise, consolide des données maïs et événementielles par un baromètre international qui est consolidé auprès de 15 000 membres et ça va me permettre de comparer les tendances et les données qu'on a pu recueillir. Je vous souhaite une très belle table ronde en notre compagnie. Merci. Bonjour à tous, je suis Nathalie Lanier, je suis directrice des voyages en groupe pour le groupe SNCF et particulièrement la longue distance. Donc où on a une offre en voyage en groupe pour tous les groupes de plus de 10 passagers, voilà, donc, qui est un segment spécialisé chez SNCF. On est ravis aussi d'avoir participé cette année à l'élaboration du baromètre puisque ce segment de clientèle-là, pour nous, est très important, 2, a des vecteurs de croissance qui sont aussi assez importants pour le groupe SNCF. Notre positionnement de transporteur national et européen fait qu'aujourd'hui, on devient un acteur majeur pour vous accompagner dans l'organisation de tous ces événements. Merci beaucoup à toutes les 4. Quelques mots d'introduction pour le maïs, parce que depuis quelques années, c'est très compliqué de construire et d'avoir une visibilité sur la saisonnalité. En 2022, vous n'aurez pas manqué qu'il y a eu la fin des restrictions Covid, puis les retrouvailles post-Covid. En 2023, on a le droit à l'inflation. Et cette année, vous n'aurez pas loupé qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc construire une saisonnalité dans un environnement aussi mouvant, c'est pas simple. Et en parallèle, le maïs, il gagne en maturité. On s'en rend compte, les entreprises de plus en plus, elles ont besoin du maïs, ça devient beaucoup plus stratégique, de par en grande partie le besoin de réunir les équipes avec l'avènement du distanciel. Et ça se voit, puisqu'il y a maintenant la nomination d'acheteur maïs, même si, comme Delphine, parfois c'est partagé avec le travel. Mais de plus en plus, on voit que le maïs est devenu un périmètre à part entière. Peut-être un autre élément de prise de maturité du maïs, on analyse la catégorie de plus en plus en global et pas simplement en local, de manière au moins européenne. Et ça, il y a quelques années, c'était complètement, ça n'existait pas. Donc le maïs, on voit qu'il gagne en maturité et en parallèle, l'environnement, il est clairement instable.
Et donc, on va maintenant passer aux 4 grandes tendances qu'on souhaite vous partager aujourd'hui. Le baromètre, il est bien plus complet et on vous invitera à le télécharger en fin de présentation. Mais on a choisi 4 grandes tendances, ou en tout cas 3, et une première analyse de l'impact des Jeux Olympiques cette année pour essayer en fait, de se dire qu'est-ce que ça va donner. Et on va attaquer avec tout d'abord l'impact de l'inflation et les contraintes budgétaires des entreprises. Un mot sur les séminaires au vert qui s'installent clairement dans le paysage événementiel français. On va voir cette tendance finalement, comment elle arrive et la place qu'elle prend. Enfin, un mot sur l'événementiel durable, parce que qui dit événementiel durable, est-ce que c'est compatible avec les logiques de prix, de coût? Aujourd'hui, l'événementiel, ça coûte de plus en plus cher, et est-ce que ça fait le poids face finalement au RSE? Et enfin, les Jeux Olympiques. Et on attaque avec défis budgétaires et inflation. Ce qui est sûr, c'est que le maïs n'est pas du tout épargné par l'inflation. Très logiquement, le maïs est composé d'énormément d'éléments qui subissent l'inflation. Et quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que toutes les typologies d'événements sont de plus en plus chères. 15% pour les journées d'études, 11% pour les soirées et 5% pour les semi-résidentiels. Donc il y a de la hausse de partout. Et donc forcément, les entreprises, elles réagissent, et on le voit avec 2 indicateurs. Plus d'anticipation pour les réservations, 17 jours de plus en 23 qu'en 22, et davantage de devis comparés. Donc c'est clairement comme ça qu'on peut vraiment être certain et on est confiant sur le fait qu'ils ne peuvent pas juste subir cette inflation. Et donc on va entendre la réaction de nos experts, et nous commençons par, il me semble, par Delphine. Alors en effet, l'inflation, elle n'est pas que pour le travel et d'autres, on la perçoit énormément dans le maïs. Et les sociétés, au niveau surtout des directions achats, sont obligées un peu de revoir leur positionnement et de revoir aussi toutes ces négociations pour pallier à cette inflation. Donc en effet, il y a vraiment un travail au niveau des directions achats pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour maîtriser cette inflation. En revanche, le maïs, tous ces événements que les entreprises organisent sont très importants pour le collaborateur. Donc, elles ne veulent pas dégrader, en fin de compte, la qualité de leur événement. Elles vont essayer plutôt de se repositionner et de revoir plutôt une durée dans l'événement. Donc, on va réduire, au lieu de faire 3 jours, 2 jours. Mais surtout, on va rester sur ce côté qualificatif. Donc, revoir, maîtriser l'inflation, oui, par des revues à la baisse des budgets, certainement, mais surtout pas en attaquant et en dégradant la qualité des événements. Sur ce point, parce que c'est un sujet assez touchy, l'inflation, parfois avec cette année avec les JO, elle est restée assez opaque pendant quelques temps, donc on a eu beaucoup de mal à se positionner et avoir de la visibilité sur les événements qu'on souhaitait organiser. Nous, c'est vrai que chez Decathlon, on s'est un peu repositionné aussi, et on a une personne maintenant qui est dédiée vraiment au maïs. Donc, on a un responsable achat maïs qui prend en charge tous ces sujets pour justement redescendre cet acheteur maïs, l'inflation. il est dans ton équipe. Donc, c'est bien, in fine, piloté indirectement par le travail. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une année où on s'est aperçu que cette inflation qui est allée jusqu'à plus de 25% sur certains, on va dire, parce qu'il y a des lieux, il y a beaucoup d'acteurs dans l'organisation d'un événement, dans la restauration aussi, beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un sujet que les sociétés veulent vraiment prendre en main, mieux maîtriser. Et cette année, ça a été encore le témoignage comme quoi le post-maïs, il est important dans une société. Il évolue de plus en plus, il est très impacté, et on met en place des nouvelles organisations pour mieux maîtriser cette inflation. Merci beaucoup Delphine. Cécile? Oui, alors je rejoins tout à fait Delphine. Nous, on le vit dans nos hôtels ou dans les lieux pour lesquels on organise des événements maïs pour les sociétés. On travaille donc avec des sociétés ou avec des intermédiaires, bien sûr. Et il est vrai, aujourd'hui, on a constaté que l'inflation avait augmenté le nombre de lieux qui étaient interrogés pour comparer les devis. On était plutôt pré-Covid sur 2-3 devis. Et aujourd'hui, c'est minimum 4, voire 5 devis qui sont comparés. Nous, pour accompagner
de la meilleure façon l'inflation. En fait, il faut que le cahier des charges soit le plus complet possible dès le départ, ou au moins qu'il y ait un échange avec l'établissement dans lequel vous souhaitez organiser l'événement, pour qu'il n'y ait pas de surprise après au niveau du devis et de l'inflation finale, si tu veux, qui peut être marqué, qui peut se remarquer plus, qui peut se voir plus sur le devis final au moment de l'offre. Merci beaucoup. On va passer à présent à la seconde tendance, le séminaire ouvert, une tendance qui s'installe. Ce qu'on observe clairement, c'est une forme de rééquilibrage entre Paris et les autres régions. Pendant très longtemps, on avait ce réflexe que Paris reflète une immense majorité du marché de l'événementiel. Et depuis le Covid, on voit que cette part, elle s'effrite tout doucement. Aujourd'hui, la part du séminaire résidentiel l'Île-de-France ne représente plus que 37%. Et c'est une tendance qu'on avait déjà vue. Et tout doucement, on voit les autres régions en bénéficier. Donc on parle des régions sud, on parle notamment des Hauts-de-France. Vous n'aurez pas manqué la présence dans les Hauts-de-France de Chantilly, qui est une très grosse destination séminaire. Donc on voit une forme de rééquilibrage qui prend pied. Et donc ça, clairement, c'est une grosse opportunité pour les régions. Et on va écouter, encore une fois, Cécile pour réagir. Merci. Oui, dès l'année dernière, en fait, on avait déjà cette visibilité sur la hausse des régions qui prenaient de l'importance. Aujourd'hui, nous, on constate exactement la même chose sur nos établissements. On a d'ailleurs tout un plan de développement plutôt sur des hôtels en province aujourd'hui qui peuvent accueillir du MICE au niveau du groupe Accor, également de lieux. Il est vrai qu'il y a des destinations, comme tu disais, qui sortent du lot, comme la Nouvelle-Aquitaine. Il y a également l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous, on remarque aussi la région Loire-Atlantique, avec la destination de Nantes qui a repris aussi du poil de la bête, si je puis dire. Mais globalement, toutes les destinations en profitent. Et c'est vrai qu'on vous a mis les 3 régions qui en profitent le plus, mais globalement, le rééquilibrage, il est global. Oui, tout à fait. Alors, Paris peut être interrogé, mais aujourd'hui, on a des sociétés qui mettent Paris en compétition avec la province. Et l'inflation, en fait, fait la différence souvent sur le devis avec l'accessibilité, dont on parlera après. Merci beaucoup. Nathalie, le point de vue de la SNCF ? Je vais confirmer ce que dit Cécile. On observe les mêmes tendances, avec sur le séminaire d'entreprise une volonté forte dès que c'est possible de quitter Paris, effectivement. Alors nous, paradoxalement, quand on regarde vers où ça converge, paradoxalement, il y a de l'envie de séminaire au vert, mais nous, il y a beaucoup d'envie de séminaire au bleu chez nous. Avec une destination Côte d'Azur qui est très très fortement demandée, alors que c'est là où nous avons, nous, en TGV, les temps de parcours les plus longs, voilà, puisqu'on va être sur 4, 5, 6 heures de trajet depuis Paris. Et pour autant, la demande est extrêmement forte. Voilà, on voit que la Côte d'Azur fait aussi beaucoup d'efforts pour augmenter la capacité hôtelière, notamment sur la ville de Nice, qui était un peu en retard par rapport à des villes comme Cannes. Donc Nice, on est à 6 heures. Pour autant, on a énormément de demandes, avec quelque chose qui s'inverse, qui est de dire le temps en train, puisqu'on est à 6 heures sur Nice. Je rappelle qu'un Paris-Orly-Nice, c'est 1h15 de temps de vol. Et pour autant, ça bascule sur le train, puisqu'on fait maintenant des 6 heures en train, le début de l'événement dans l'événement. Voilà. Et c'est après nous toute la capacité qu'on peut avoir à proposer une animation ou des animations à bord du train avec les entreprises concernées pour faire que le temps du train soit du temps utile et qu'on démarre l'événement dans le train. Voilà. Delphine. Alors le constat, à mon niveau, c'est de voir que les sociétés, notamment celles qui sont sur des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, ont cette envie de sortir de ces grandes agglomérations. En fin de compte, elles veulent donner une nouvelle expérience à leurs collaborateurs. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup d'impact très positif. Ils ont besoin d'avoir cette nouvelle expérience pour avoir une meilleure, on va dire, un meilleur contexte pour aborder différents sujets. Et on sait que par expérience, par des retours de questionnaires de satisfaction, lorsque le séminaire se passe au vert et qu'on travaille vraiment dans ces grandes villes, c'est tout bénef, on va dire. Donc c'est vraiment beaucoup d'attention qui est donnée aux collaborateurs. On s'aperçoit aussi qu'aller au vert, au-delà de l'expérience du bien-être qui est très très important, les sociétés aussi, on parlait d'inflation, le budget est aussi impacté. Donc on s'aperçoit que pour un budget équivalent,
on va avoir un séminaire beaucoup plus qualitatif et surtout des retombées derrière qui vont être beaucoup plus positives. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà. Et moi qui suis sur plusieurs villes, c'est vrai qu'il y a cette tendance, quand on est déjà dans des villes proches du vert, on ne s'en aperçoit pas trop, on va dire. Mais en tout cas, dans des grandes agglomérations, là, c'est vraiment quelque chose, un argument très fort de dire on offre une expérience et là, on a l'attention de nos collaborateurs qui est beaucoup plus impactée. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième tendance. Comment, finalement, l'événementiel durable fait-il le poids face au coût ? Ce qui est certain, c'est que les organisateurs d'événements tiennent compte du critère environnemental. C'est évident puisque dans 59% des cas, il y a au moins un lieu RSE, donc un lieu certifié RSE, dans les lieux qui sont interrogés lors de l'événement. Ça, donc, c'est bien la certitude. Aujourd'hui, c'est devenu un critère indispensable. Le second constat, c'est qu'en moyenne, ils sont 18% plus chers, ces lieux certifiés RSE. Donc il y a un impact, très clairement. Et donc, in fine, on voit bien que finalement le coût est plus fort que le critère environnemental, puisqu'ils seront réservés seulement dans 15% des cas. Donc aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, le RSE, c'est regardé, c'est surveillé, mais ça ne fait pas place au coût. Et aujourd'hui, les coûts restent le critère numéro 1. Et donc, nous allons interroger Véronique sur ce. Oui, tout à fait, Arnaud. L'effet post-Covid et la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui a favorisé la transition, enfin qui favorise même encore maintenant la transition écologique de l'économie française, ont fait que en fait, les organisateurs d'événements et les entreprises s'intéressent de plus en plus au développement durable et à la stratégie RSE. Nous, ce qui ressort dans notre baromètre qui est plus international, c'est que vous avez 8 organisateurs d'événements sur 10, donc vraiment une très grosse majorité, qui nous indiquent qu'on leur demande régulièrement, voire très régulièrement, des lieux, des sites qui favorisent donc la sustainability, qui ont une stratégie RSE assez pointue. Vous avez maintenant aussi plus d'un tiers des organisateurs de séminaires ou d'événementiels ou d'entreprises qui réalisent un bilan carbone de leurs manifestations, alors qu'ils étaient à peine 14% en 2012. Donc ça a plus que doublé. Mais comme l'expliquait Arnaud, effectivement, ils sont tout à fait enclins à choisir des sites qui favorisent une stratégie RSE dynamique, ambitieuse. Par contre, ils sont peu nombreux, moins de 15%, à accepter de payer un surcoût dans leur budget global. Et les deux critères essentiels, ça reste toujours la localisation et surtout le tarif, le budget global de leur événement. C'est ça qu'ils vont regarder en premier lieu. Et peut-être plus encore d'ailleurs des marchés aux États-Unis qu'en Europe. Et l'autre tendance, c'est également par rapport à cette stratégie RSE, c'est une augmentation très nette des séminaires en dehors de l'Europe sur des destinations qui sont desservies par les trains. Donc que ce soit en Suisse avec l'IRIA, UK avec Eurostar ou Thalys, on remarque dans les workshops, dans les salons, il y a de plus en plus de personnel de ces sociétés qui en fait font la promotion d'affrètement de trains, de privatisation de voitures. Vous avez des account managers MICE qui ont été recrutés. Donc on sent vraiment qu'il y a une appétence pour le voyage ferroviaire et donc les destinations assez proches. Tu me fais penser à un exemple qu'on ne voyait pas du tout jusqu'alors. C'est des entreprises parisiennes qui vont faire leur séminaire à Bruxelles. Et ça, alors il y a aussi des logiques de coût derrière parce que Bruxelles, l'hébergement est beaucoup moins cher. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout jusqu'alors. Et tout à l'heure, on parlait des séminaires ouverts. Je pense qu'il y a aussi un critère qu'il faut indiquer, c'est qu'on a eu, après la période Covid, un retour très net des incentives. Et qui dit incentive dit souvent team building. Et donc, ce qui explique aussi le choix des séminaires ouverts, je pense, en plus de ce côté RSE. Merci beaucoup, Cécile. Alors, je vais rebondir sur tout à fait ce que tu as dit. Nous, on le constate tout à fait, que le prix reste quand même le critère numéro 1.
Nous, chez Accor, on est quand même très investi sur la RSE et on sait aujourd'hui qu'un hôtel qui est labellisé ou un lieu qui est labellisé, aujourd'hui, gagne en visibilité, notamment sur le marché du maïs. Et il est, comme tout à fait le baromètre le dit, aujourd'hui plus sélectionné, en tout cas pour être interrogé. Après, il est vrai qu'au moment du prix total, moi je suis tout à fait d'accord, la RSE, c'est un coût, c'est un investissement pour l'établissement, c'est aussi de l'entretien derrière de cet investissement. Et effectivement, sur le devis, on est entre plus 12, plus 15 de temps en temps. Mais il y a des choses qui sont négociables. C'est-à-dire pas celle-ci, pas sur la RSE. Je pense que quand on veut faire un séminaire d'hiver, enfin RSE, où il y a sociétal dedans aussi, qui est un point important pour l'entreprise, pour son image de marque aussi, qui veut donner et communiquer à ses employés, il faut choisir. Donc il y a peut-être des choix dans le cahier des charges qui peuvent faire descendre le devis. Mais en tout cas, sur ce critère-là, aujourd'hui, il faut être prêt à payer un petit peu plus pour pouvoir répondre à ça au niveau des participants de son événement qui vont constater du coup que le choix a été fait grâce au label. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est finalement peu le cas. Tout à fait. C'est interrogé, donc on gagne en visibilité, mais ce n'est pas forcément l'hôtel qui est labellisé qui va gagner le devis, c'est l'hôtel qui va faire le moins cher. Merci beaucoup. Nathalie. Bah oui, je vais aller dans le même sens. Hein. Elle me fait ma pub, c'est bien. Oui, donc le critère RSE, évidemment. Alors, vu de notre fenêtre, les entreprises qui nous contactent pour qu'on leur organise le transport de leur événement ou de leur séminaire, bah, elles nous appellent parce qu'elles ont déjà intégré pour la plupart le critère RSE. Hein. On voit qu'il y a deux blocs, hein, tout ce qui est grandes entreprises, grands groupes. De toute façon, les dirigeants maintenant ont des objectifs autour de ça et des consignes. Hein. On a beaucoup de nos clients qui nous disent que sur le marché France ou Europe, en cas de déplacement, bah, c'est le train et de toute façon, c'est une décision d'entreprise et on ne prend plus l'avion. Voilà. Même si les temps de trajet sont longs, nous, on fait plus 30% hein, de demande de devis entre 2022 et 2024 hein, sur avoir un chiffrage pour aller en train à son événement ou à son séminaire d'entreprise. On a de plus en plus de demandes sur des packages qui vont au-delà du transport en train, c'est-à-dire mettez-nous l'autocar pour les derniers kilomètres, privatisez-moi la voiture, faites-moi un TGV spécial, voilà, la restauration à bord. Et sur le coût, quand on additionne tout et quand l'entreprise fait le calcul de ce qu'a été le temps utile à bord du train, hein, j'y reviens, mais c'est ce qui nous démarque aujourd'hui, hein, avec des temps de parcours très longs, avec un événement et une expérience collaborateur qui commence dans le train avant même qu'on soit arrivé sur le lieu même de l'événement, fait que généralement ça bascule en notre faveur. Ensuite, il y a eu pendant longtemps une méconnaissance de ce que pouvaient être nos offres MICE et séminaires d'entreprise sur je vais à mon séminaire en TGV. Donc ça se démocratise aujourd'hui et ça se vulgarise. Et c'est ce qui fait que ça bascule de plus en plus, effectivement. Ouais. Et Arnaud, excuse-moi, on pourrait ajouter aussi que sur le travel, c'est indispensable aujourd'hui d'être labellisé. Nous, on le voit bien sur le business travel quand on négocie le corporate. L'hôtel aujourd'hui doit être labellisé. Mais sur le MICE, on n'y est pas encore. Bah, d'où cette montée en maturité qui se fait étape par étape. Là, tu nous parlais quand même de 30% de hausse, c'est colossal. Oui, puis en plus, nous, on s'est outillés, c'est-à-dire qu'on est capable, nous, de certifier des événements sur la partie transport. Alors là, on parle du MICE, hein, mais on travaille aussi pour des gens qui organisent des festivals, par exemple. Aujourd'hui, un festival, nous, on est capable de tamponner et de labelliser et certifier le festival sur le segment transport. Voilà. Mais a priori, vous devez bénéficier de la double tendance, à la fois le côté éco-responsable et en même temps le séminaire au vert. Il y a un cumul. Oui, bien sûr, ça s'additionne, ouais, effectivement. Delphine. Je vais clôturer, c'est ça? Alors c'est un point qui m'est très cher, la RSE. Voilà, la conclusion, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est que quand on parle d'éco-responsabilité, on ne parle pas forcément d'économie. Maintenant, c'est à chaque société de se positionner vis-à-vis de cet engagement. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus très important, mis en avant dans les sociétés, mais il faut savoir le gérer aussi. Donc ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas encore toute la maturité de la connaissance de la sustainabilité, donc de l'éco-responsabilité. Ça va au-delà, vous avez compris, de l'environnement. Donc il y a vraiment une partie sociétale qui est aussi très importante.
Donc aujourd'hui, le constat qui est fait au niveau du maïs, c'est que, ok, les sociétés parlent beaucoup, et même nous, dans les achats et tout, on en parle beaucoup, beaucoup, mais est-ce qu'on est prêt à sauter le pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt soit, on dira, payer plus pour avoir un beau séminaire je te pose la question, alors, en tant que représentante du monde des achats, est-ce que tu sens une forme de réceptivité des entreprises à être prêtes, ou est-ce que tu nous rejoins en disant en fait finalement tu as une telle pression sur les coûts qu'en fait t'as pas il y a un peu les deux, hein. Ce que j'allais vous dire là, c'était qu'en effet il y a les sociétés qui sont prêtes à s'engager à payer plus pour avoir un séminaire qui va répondre aussi à leur image, parce que c'est important, hein, l'éco-responsabilité, on veut être green partout, même dans nos discours, dans notre positionnement. Et puis il y a les sociétés qui aimeraient le faire et qui ne peuvent pas parce que derrière, il y a un coût. Et donc ça, c'est déjà aussi, voilà, il y a déjà ces deux axes qui sont compliqués. Et le dernier, je dirais, c'est que par expérience, on s'est aperçu qu'on avait une dégradation de la qualité, notamment sur tout ce qui est prestations de bouche. Et ok, on est prêt à faire de l'éco-responsabilité donc, sur la partie restauration, par exemple, mais on sent une dégradation qui est sur la qualité de la nourriture. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, ce n'est pas la question. C'est des expériences et des échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup de personnes. Et c'est vrai, c'est ce côté où on se dit, OK, on y va, on aimerait y aller, mais attention, on n'est pas prêt aujourd'hui à s'engager. Il faut que ça suive, quoi. Oui, on n'est pas prêt à diminuer la qualité. On veut vraiment avoir, en fin de compte, l'assurance que ce qu'on organise, qu'on va peut-être payer un peu plus cher, on veut à tout prix avoir l'assurance que ça sera qualitatif. Voilà. Mais je pense que la France va avoir besoin d'un petit peu de temps pour arriver à ça. Mais par exemple, la Suisse, c'est un marché que je connais bien. Si vous avez un établissement hôtelier ou un site qui n'est pas éco-certifié, les entreprises suisses n'ont pas le droit de faire un événement, une manifestation dans l'établissement. Donc je pense que petit à petit, voilà, le marché français va suivre. Les Scandinaves sont en avance sur nous. Et ça devient la règle dans certains pays européens. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres éléments à ajouter, nous allons passer à la partie Jeux Olympiques. L'année 2024, elle avait très très bien commencé pour l'événementiel. Globalement, tout le secteur a fait un très très bon Q1. Dès avril-mai 2024, globalement, le secteur il a été impacté très négativement par l'arrivée des Jeux Olympiques. Et ça, on l'entend de tous les côtés. Les seules entreprises de l'événementiel qui en ont bénéficié, c'est celles qui sont directement impliquées dans les Jeux Olympiques. Pour celles-ci, ça allait. Et donc, on le voit très clairement sur la manière dont les typologies d'événements se sont produites pendant les Jeux Olympiques, où clairement, toutes les soirées d'été qu'on avait l'habitude d'avoir sur le mois de juillet et le mois de juin, énormément n'ont pas eu lieu. Et donc, on voit il y a eu une très, très grosse baisse. Et pareil, sur la rentrée de septembre, on voit une très, très légère tendance à une reprise. Mais là, encore une fois, tout le secteur l'espère. Et on va voir finalement, en fait, on n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants des conséquences de ces Jeux Olympiques. Et donc, on est très impatient d'entendre les retours de nos experts. Et Véronique, je te laisse reprendre la main. Mais merci Arnaud. Effectivement, comme le dit Arnaud, nous, on a constaté, quand on interroge notre panel et quand on est dans la profession, que les mois de mai et juin en particulier ont été décevants. Alors le mois de mai, peut-être plus en raison des nombreux ponts. Les collaborateurs dans les entreprises n'étaient pas présents. Mais juin, c'est clairement les JO qui ont impacté le taux d'occupation des hôtels. On a été en contact avec des hôtels parisiens qui nous ont dit qu'on a eu un taux d'occupation en baisse de plus de 20% en juin 2024 par rapport à juin 2023. Et il est bien clair que ce sont les préoccupations liées, les inconvénients, entre guillemets, liés aux JO qui sont responsables de cette chute de taux d'occupation. C'est-à-dire que les hôtels en particulier, ou des sites, des palais des congrès, peu importe, étaient très inquiets par la gestion des QR codes, les problèmes d'accessibilité, les rues barrées.
Donc ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs d'événements et les entreprises, elles ont décalé leurs séminaires, leurs incentives, leurs conférences à partir du mois de mai, je dirais même jusqu'au mois de septembre, pour essayer de les reporter sur le dernier trimestre 2024. Je dis essayer parce que vous avez déjà des dates extrêmement chargées sur le mois d'octobre. Donc il y a des sociétés qui reportent même maintenant au premier trimestre 2025. Et quand vraiment les sociétés voulaient à tout prix, les entreprises se réunir pendant la période JO, dans les villes qui ont reçu des épreuves, eh ben, ils ont envisagé de décaler ou d'organiser leur événement en province. Ça, c'est une caractéristique. Merci. Cécile? Alors, nous, tu l'as dit, en tant que partenaire premium des JO, on a focalisé notre business sur d'autres possibilités de remplir. Et également, on a participé pour accueillir toute l'hospitalité du village Jeux Olympiques. Donc, nos équipes ont été bien occupées. Mais pour revenir au sujet, il est vrai que dès fin avril, on a vu une chute des réservations et du taux d'occupation dans nos établissements, en particulier sur Paris, mais aussi dans les grandes villes de France. Maintenant, j'aurais tendance à dire que comparer juin 2023 à juin 2024 en pensant que les entreprises allaient faire plus d'événements, au minimum autant, alors que l'activité, comme tu disais Véronique, n'était pas du tout la même en termes de congrès notamment, c'était quand même un peu croire au Père Noël, si je puis me permettre. Donc les établissements, nous, qui s'en sont sortis sur mai et juin, alors surtout sur juin, parce que mai, il y a eu beaucoup de ponts et le temps ne nous a pas aidés, parce que ça, le temps météorologique ne nous a pas du tout aidés. Sur juin, ce sont les hôtels en fait, qui ont fait du Tetris, qui ont pris aussi tout ce qui passait, qui ont négocié et qui n'ont pas pratiqué des prix non plus hors du marché. Après, la tendance, elle est tout à fait là sur la deuxième partie d'année. On le voit, on a rempli septembre, dès fin août, début septembre. Les Jeux Olympiques sont très bien passés. Il y a eu quand même de très belles images qui ont circulé, véhiculé. Et les gens, du coup, se sont relancés et se sont surtout engagés. Et là, jusqu'à la fin de l'année, on voit une hausse des demandes et jusqu'à fin mars 2025. Et on est plutôt sur un problème de dispo maintenant. Donc là, tu es assez optimiste pour les mois à venir. Tu as vraiment l'impression que ça repart, quoi. Alors aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année déjà, on est optimiste, en tout cas sur le forecast. Maintenant, il faut que les entreprises s'engagent. Ça, c'est aussi une autre... Mais est-ce que tu penses qu'on va réussir à rattraper finalement est-ce que le manque à gagner, ce qui a été finalement été... Ça sera difficile de rattraper. Par contre, on fera les budgets qui étaient prévus jusqu'à la fin de l'année en B2B. Oui, en fait, ce qui s'était passé aussi, moi je me rappelle, j'avais été interviewée par Voyage d'affaires pour les citer, c'était l'année dernière en septembre. Et à ce moment-là, quand on interrogeait les hôtels en général, notamment sur Paris, il y en avait qui annonçaient des tarifs pendant les JO multipliés par 16, jusque par 16. Donc je veux dire, ils ont fait peur aux clients. En voilà, fait, ils ont fait peur aux clients et notamment boycott. La clientèle internationale, elle a gardé ça à l'esprit. Et les entreprises, elles ont essayé de planifier des choses avant mai ou juin et après septembre. Il y a eu un boycott quand même de la France et de Paris en particulier, des images très négatives qui sont passées partout. Nous, on a des équipes basées donc, un peu partout. Ils nous envoyaient des messages, c'est la fin du monde à Paris, il y a des travaux partout, il y a des puces de lit partout, dans le métro, etc. Personne ne va venir. Enfin, il y a quand même des entreprises aussi qui ont passé des messages. Aucun voyage en France sur la période pré-JO et pendant les JO. Alors qu'une fois que ça a été lancé, nous, nos hôtels, en particulier sur Paris, on a pris 10 points de taux d'occupation sur juillet-août pendant les JO. Alors juste un petit retour, on va dire, d'une expérience. C'est qu'en effet, les JO, bon voilà, mais comme tout grand salon, enfin je veux dire, on s'arrête sur les JO, mais dès qu'on est sur des grands salons en France ou même dans d'autres pays, on sait qu'on a une inflation et que ça va être compliqué. Là, c'est vrai qu'il y a eu d'autres critères, d'autres événements qui sont intervenus. On parle des guerres, on parle des problèmes climatiques qu'on a eus. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'autres éléments qui sont venus perturber en plus cette arrivée des JO qui aurait dû être gérée comme un salon, on va dire lambda façon de parler, mais on a l'habitude. À Paris, on a l'habitude, hein, l'air chaud, les Fashion Week, voilà, on a l'habitude de gérer ces moments-là. Donc je pense qu'il y a eu d'autres choses qui sont venues s'ajouter qui ont donné de la complexité aux sociétés pour pouvoir se projeter et pour organiser notamment nos événements. Hein. On est dans le MICE là. Et
ce que je voudrais aussi dire, c'est que cette période a été opaque. Elle a été opaque pour nous dans les achats, parce qu'on a eu du mal à savoir comment ça allait évoluer. Est-ce qu'on va être de nouveau impacté par des inflations? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce qu'on va avoir de la disponibilité, justement, parce qu'on a eu ce sentiment de dire tout le monde a décalé ses événements. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu de temps à chaque société de pouvoir respirer, de prendre le recul, d'analyser cette période JO qui a été très opaque. Et je pense que tout le monde va redémarrer. Il n'y a pas de raison. Le maïs, c'est très, très important. On l'a dit au début. C'est vraiment faire passer des messages à nos collaborateurs, de leur donner du bien-être, du lien dans les équipes. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer dans l'existence des sociétés. En revanche, on est dans une période encore un peu compliquée. Je pense qu'on va prendre le temps de reculer, de respirer, d'analyser et de repartir encore de plus belle, parce que le maïs, c'est vraiment quelque chose de très magnifique dans une société. Non, mais c'est vrai qu'en fait, peut-être que comme tu dis, je croyais au Père Noël, mais comme les Jeux Olympiques, c'était pas pendant une période où il y a beaucoup de maïs, on pouvait croire que ça allait bien se passer et que le mois de juin allait être quasi normal. Et en fait, pour tous les éléments que vous allez évoquer, en fait, il y a eu tout un ensemble de choses qui ont fait que. Oui, en période de JO, il faut être faut faire très attention, parce qu'une destination qui reçoit des épreuves, elle peut perdre sa clientèle classique et la clientèle haut de gamme. La clientèle très haut de gamme, c'est souvent ça. Et la répercussion des JO, c'est ce qui ressort. Là, moi, j'ai eu des données très, très fraîches qui datent de 3 ou 4 jours, notamment en provenance des marchés US et anglais, parce que la clientèle, pour votre information, la plus importante pendant les JO a été la clientèle britannique, et ensuite les Américains, suivis par les Chinois en termes de visiteurs. Et là, ce qui ressort, c'est que les répercussions positives des JO, on va les sentir pendant 1 an et demi à 2 ans, que ce soit en termes d'attractivité, en termes de disponibilité, en termes de tarifs, parce que ça a redoré l'image des villes qui ont reçu des épreuves. C'est un gage de sécurité, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une amélioration des aménagements, enfin qu'il y a eu une amélioration des aménagements, que les transports publics ont été développés. On a par exemple l'extension de la ligne de métro vers Orly. On peut espérer que ça va bénéficier même au département Yvelines et Essonne, pas uniquement Paris. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un essor important et positif. C'est là dans les prochains mois et même presque pendant 2 ans. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Nathalie, pour conclure. Oui, je confirme. On vient de sortir des JO. Alors, SNCF, on avait ce rôle de transporteur officiel. Donc, il y a eu beaucoup d'anticipation avec le marché maïs, en prévenant les agences d'événementiel que sur juin, juillet, août et la première semaine de septembre, ce serait compliqué pour nous, parce que c'est notre hyper pointe loisir. Évidemment, c'est les vacances d'été. En plus, on transportait les délégations, et après, on avait une grosse opération sur la première semaine de septembre qui était l'opération Ma classe au jeu, où on a transporté 140 000 scolaires sur une semaine qui se rendaient à des épreuves paralympiques. Et donc, on a rempli nos TGV de classe d'enfants. Voilà, donc c'était pas la même ambiance. 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire. C'est moins maïs. Donc, on avait anticipé ça. Et donc, nos clients maïs se sont reportés sur les premiers mois de 2024. Là, pour rassurer tout le monde, ça redémarre extrêmement fort sur octobre. Il y a déjà énormément de demandes sur des grosses conventions à plus de 500 ou 1000 personnes sur 2025. Et surtout, on vient de finir les JO. Pour nous, ça s'est fini il y a 15 jours. Se pose la question maintenant de l'héritage et de qu'est-ce qu'on garde de tout ça. Nous, on avait énormément de choses. Je pense que si vous êtes passé dans nos gares, vous n'avez jamais vu autant de monde. Autant de personnel et de volontaires SNCF dans les gares. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on garde en termes de signalétique, d'aménagement de nos rames, d'information voyageurs, Donc, ce que nous on fait, tout le monde est en train de le faire. Donc là, la question se pose de l'héritage, de qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on a fait là, de spécifique pour ça, pour toujours améliorer l'expérience. Mais ça redémarre très très fort. Nous, on est complet sur le maïs sur octobre-novembre. Ça revoyage plus en décembre, mais c'est normal. Et on est déjà, si je prends un chiffre à ce matin, on a déjà plus de 40 demandes de TGV spéciaux, d'affrètement
sur le premier semestre 2025. Donc voilà, si vous êtes agence réceptive, destination, établissement, voilà, nous, ça démarre très très fort. On vend nos groupes, nous, en très grande anticipation par rapport à nos ouvertures de vente pour les individuels. Donc ce matin, à 8h, on a ouvert les ventes pour l'hiver, l'hyperpointe d'hiver. Voilà, il est quasiment midi, ça démarre très très fort sur les demandes, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et on va devoir tout doucement clôturer cette présentation. Et je vais vous demander individuellement de nous partager un mot, une phrase de clôture. Qu'est-ce que vous pensez finalement du marché, de sa montée en maturité et finalement les clés pour que ça puisse continuer à avancer? Alors, pour moi, le maïs a toujours de l'avenir. Je me souviens d'une discussion en 2021, on disait que ça ne reviendrait pas avant 2026, voire peut-être jamais. En fait, le maïs est toujours là. Le maïs, c'est une expérience. C'est vraiment un investissement qui paye après. Et aujourd'hui, tous les acteurs ont beaucoup avancé et travaillé pour accueillir les événements ou pour les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et une dernière chose par rapport au baromètre aussi, n'hésitez pas en fait à négocier des dates qui ne sont pas fixes. Par exemple, sur une autre date, peut-être le jour d'après, une semaine après. La négociation paye toujours. Merci. Alors pour clôturer, je dirais les sociétés doivent continuer de monter en maturité sur ce poste-là. On est au début, c'est notre deuxième baromètre, Maïs, et on s'aperçoit qu'on a encore un peu plus de monde que l'année dernière et c'est très plaisant. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, il faut challenger aussi nos directions sur ce poste qui est encore assez méconnu. Quand on négocie, on va au-delà d'un tarif, il ne faut pas l'oublier, et le maïs encore plus. Donc en tout cas, j'invite vraiment toutes les sociétés à monter en maturité, à s'interroger, à se poser sur ce poste, parce qu'il y a de belles choses à faire et ce n'est que le début. Ben moi, je pense que je retiendrai de cette table ronde que le maïs, c'est une véritable industrie, c'est un secteur essentiel, notamment pour la France, qui est en perpétuelle évolution. Et je pense que là, avec l'épreuve des JO, on a montré que le territoire français était une destination maïs privilégiée, experte, professionnelle. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, rester positif, et on va connaître un très très bel essor. Moi, j'aimerais bien que ça dure même au-delà de 2 ans et qu'on explose les compteurs. Mais je pense que c'était vraiment une très très belle expérience. Comme le disait ma voisine, un bel héritage humain. Et ça, c'est important dans l'événementiel en particulier. Oui, bon, ben voilà. Elles ont tout dit à peu près. Oui, c'est le marché aujourd'hui, quand on regarde, c'est le marché sur lequel il y a les relais de croissance sans doute les plus élevés à l'heure où on parle. Quand on adresse des cibles qui vont du loisir aux pros individuels et au maïs, c'est sans doute là qu'on a les relais de croissance les plus importants qui nous attendent. Après, il va falloir le travailler et il va falloir fournir la qualité qui va avec, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, très clairement, c'est des marchés comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire... parce que on est aussi, moi j'en organise aussi des événements et des séminaires. Prenez ces temps-là, c'est ce qui fait l'engagement de vos collaborateurs. On n'en parle pas souvent, mais des événements d'entreprise, c'est quand même fait pour ça à la base. C'est ce qui fait l'engagement de vos collaborateurs, c'est ce qui fait la satisfaction de vos collaborateurs. Donc c'est des temps qu'il faut prendre, qu'il faut rendre qualitatifs, même si c'est pas tous les 2 mois, mais que c'est peut-être qu'une fois par an. Voilà. Bougez les codes et faites bouger les lignes de vos événements. Il y a plein d'agences d'événementiel aujourd'hui qui sont des jolies agences qui ont plein de choses très innovantes à vous proposer. Et moi, j'ai un patron qui dit « Seuls les curieux survivront ». Donc, je vous laisse partir avec cette phrase-là et je vous laisse regarder ce que vous en faites. Merci beaucoup. On passe à présent aux questions-réponses et je vous invite à lever la main. On devrait pouvoir vous passer des micros si vous avez des questions à poser à l'un de nos interlocuteurs. Et de toute façon, dans tous les cas, nous sommes dispo à la fin de la session pour répondre aux questions que vous auriez. Est-ce que nous avons des questions? Il faut la première, quoi. Est-ce qu'on peut passer un micro, s'il vous plaît?
Non, toujours pas. Attends, pourquoi ils me regardent tous là? Madame avec le micro au fond. Oui, c'est vous. Oui, j'arrive. Non. Elle est où? C'est laquelle? Je la vois pas. Elle est où? À qui je donne? Ah, ben il a donné déjà. Merci. Moi, j'avais juste deux questions. La première, c'est comment les chiffres font la distinction entre les grands événements et finalement les événements simples, type professionnel, réunion d'entreprise. Alors, c'est un baromètre meeting and event, donc on parle d'événements qui n'ont finalement pas de contenu ni de scénographie. Donc on parle d'événements de taille de petits, moyens et pas des très très gros événements. On ne parle pas d'événements de taille, les chiffres qui sortent là, c'est vraiment meeting and events. On ne parle pas de convention, on ne parle pas de salon, d'exhibition. Bonjour. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous annonciez une anticipation du maïs à 17 jours, à plus 17 jours. Mais au total, l'anticipation, elle est de combien? C'est 17 jours en plus ou c'est 17 jours? C'est 17 jours de plus, oui, tout à fait. Et alors, en fait, il faut vraiment le détailler par typologie d'événement. Donc là, c'est une moyenne de délai d'anticipation qui a augmenté. Donc je vous invite, ça me fait une transition. Ah non, le QR code est juste là. En fait, dans le baromètre, vous allez retrouver par taille d'événement et type d'événement, finalement, le délai d'anticipation et comment il a évolué. Maintenant, finalement, par toute taille et tout type d'événement, ça a progressé. Et ça, on le voit, c'est une tendance. Donc il y a un boulot, notamment par les professionnels, qui pousse les organisateurs à anticiper parce que plus de disponibilité, donc plus de comparaison et donc des meilleures conditions. Mais on se rend compte que là, c'est pas juste parce qu'on a poussé, c'est aussi parce que en fait, le marché fait qu'on préfère prendre nos dispositions pour essayer d'avoir des meilleures conditions. Ok, merci. J'enchaînerai juste avec une deuxième question. Cette fois-ci, c'est pour tous les intervenants. C'est la politique Travel and Expense, on l'a. Le MICE doit-il être rattaché au Travel and Expense? Et quelles vont être les directions également à solliciter et transverses avec lesquelles on va forcément travailler? Alors, personnellement, c'est mon point de vue personnel, mais au travers de diverses expériences, pour moi, entre le travel et le MICE, il n'y a pas de synergie d'un point de vue achat. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un même prestataire. Je prends Cécile qui a le côté Accor. Par exemple, on peut travailler avec les mêmes hôtels, mais on ne va pas acheter la même chose. Donc, je pense qu'il est très important dans une société d'avoir sa politique travel, expense, et puis d'avoir sa politique MICE. Ce sont des règles qui sont totalement différentes parce qu'on n'achète pas la même chose. Voilà. Si je peux compléter, Delphine, en fait, on n'achète pas, je te rejoins complètement, le MICE comme le travel, parce que en fait, c'est une catégorie à part entière. Le MICE, ça ne s'achète pas du tout sur étagère comme un billet d'avion, un hôtel. Chaque événement est unique, il faut le construire. Et voilà, il y a ce point commun qu'on est sur de la commodité, on est sur des prestations qui s'achètent de manière répétée, mais intrinsèquement, c'est une catégorie qui est très différente. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas qu'il y a de la comparaison de devis sur du MICE, il n'y a pas ça sur du travail. Donc, finalement, en fait, je ne peux pas être plus d'accord. C'est pas figé, en fait. On ne peut pas le figer pour un an et dire ça sera ce tarif-là, par exemple, pour un an, en fixant la saisonnalité en avance. D'ailleurs, tes prix groupe, Cécile, ne sont pas les mêmes que les prix individuels pour les chambres parce que... Jamais. Non, mais oui, pourtant... par exemple, c'est très très difficile. Autant on lance des RFP en business travel, autant lancer un RFP MICE. Moi, je connais des sociétés qui ont essayé de le faire. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas la même typologie d'événements, pas le même nombre de personnes. Et comme le disait Arnaud, on travaille sur mesure et à la carte dans le MICE. Donc c'est très très difficile de mettre en place un programme hôtelier MICE référencé dans une entreprise comme on le fait en corporate et en business travel. Très compliqué. Ouais, je rajouterais que sur le travel, de plus en plus, vous allez avoir des collaborateurs via les outils qui sont fournis qui vont être autonomes pour acheter leurs déplacements. C'est-à-dire,
Nous, SNCF, on vous met des portails à disposition, vos collaborateurs, ils commandent leur déplacement à Marseille, etc. Ils sont autonomes, tout ça est transparent. Quand vous faites un événement, on est sur du sur-mesure, donc il y a tout un travail de préparation avec vous, de comprendre ce que vous attendez, c'est quoi votre événement, vous proposez des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé parce que vous ne savez pas que c'était possible. Donc non, c'est des produits complètement différents, des temps de préparation qui sont complètement différents. Aujourd'hui, moi, je m'en vais en déplacement demain à Lyon. En 2 clics, j'ai fait mon truc. Vous n'allez pas préparer votre convention à 1500 la veille pour le lendemain. On parlait de délai d'anticipation. Si vous voulez affréter un TGV spécial entre Paris et Cannes, pour le préparer, il nous faut entre 6 et 8 mois, pour qu'il soit aux petits oignons comme vous l'attendez. Donc, c'est pas du tout la même chose, très clairement. Merci à tous. Et juste, si je peux apporter un petit complément, je pense beaucoup aux hôtels, parce que c'est souvent un sujet qui revient quand on a des politiques voyage, où tout le monde dit, si Delphine, il y a un tarif qui est négocié, je ne comprends pas pourquoi j'organise mon événement, je leur prends 50 chambres que je n'ai pas mon tarif. Donc c'est pour ça que les politiques sont intéressantes là, parce qu'on explique en même temps. Il ne suffit pas d'écrire un papier, on va accompagner, on va le faire vivre et on va l'expliquer auprès de nos collaborateurs. Bien sûr, en effet, on achète beaucoup plus de chambres, je pense que Cécile ne va pas me contredire, mais c'est bien pour l'hôtel, sauf que l'hôtel il prend beaucoup plus de risques quand il nous bloque 50 chambres qu'une seule chambre. Donc c'est pour ça que les prix vont fluctuer, on ne peut pas avoir le prix corporate appliqué sur un événement parce que l'hôtel ne prend pas le même risque. Et puis nous, du jour au lendemain, si on annule notre événement pour X raisons, l'hôtel il se retrouve un peu dans la panade. Donc c'est pour ça on parle de politique MICE. Moi, je suis vraiment pour qu'il y ait une politique MICE qui va aider à structurer le comportement, à accompagner nos interlocuteurs en interne, de manière à ce qu'ils aient vraiment quelque chose qui soit fiable et de qualité, et sans mettre en porte-à-faux nos prestataires et les budgets aussi en interne, parce qu'on a des directions qui on doit rendre des comptes. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Eh bien, il me reste à vous remercier toutes les 4, Cécile, Delphine, Véronique, Nathalie, merci beaucoup. Et j'en profite également pour remercier tous les autres contributeurs. Vous avez leur nom, leur prénom, leurs entreprises qui sont affichées. Et donc, je les partage. Et j'en profite également pour remercier toute l'équipe Cactus qui a fait un très, très gros boulot sur ce baromètre. Quand vous allez le télécharger, vous allez voir, il y a vraiment du fond, il y a de la data. Donc, en tout cas, merci beaucoup GBTA France avec Katharina, Christophe Roth d'EPSA, Mehdi, que je vois dans la salle de chez Radisson, Romain Magri de chez Métaphore, Victor Caro de chez Comet, Mathilde, que je vois également de chez R+, et Nathalie de chez Cléverte. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous voir.